Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre au tourisme et aux efforts de l'État susceptibles de renforcer l'afflux des touristes en Égypte, que ce soit à travers les facilités, l'infrastructure et les procédures touristiques ou que ce soit à travers les procédures de visa qui ont été faciliter de manière à permettre à davantage de touristes de venir en Égypte. Il faut dire que l'Égypte vise à stimuler le tourisme, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, de 30% au cours des 5 prochaines années, selon le ministre égyptien du tourisme Ahmed Aïssa. Et d'un autre côté, il y a des facilités accordées susceptibles de booster le tourisme en matière de visa. Le ministre du tourisme et des antiquités Ahmed Aïssa a annoncé un paquet de facilités liées au visa touristique pour attirer davantage de touristes en Égypte. Mais avant d'aborder le côté touristique, avant de passer en revue et d'évaluer la situation du tourisme en Égypte, il faut dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu mercredi au palais d'Al-Ittihadiyya au Caire son homologue chypriote Nikos Christodoulidis, qui effectue sa première visite dans la région depuis son élection en février dernier. Le président Al-Sisi a examiné avec son homologue chypriote la coopération bilatérale ainsi qu'un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Voyons les détails avec Karim Samir et Perihan Farouk. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya au Caire son homologue chypriote Nikos Christodoulidis. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que les deux chefs d'État s'étaient entretenus en tête-à-tête, puis l'entretien s'était élargi aux délégations des deux pays. Les deux présidents ont apprécié le développement continu des relations égypto-chypriotes ainsi que les progrès constants des liens historiques entre les deux pays amis lors de ces dernières années à tous les niveaux, en particulier dans les domaines de l'énergie comme le gaz naturel et l'interconnexion électrique et le soutien mutuel dans les divers forums et organisations régionaux et internationaux. En plus de poursuivre la consultation intensive en ce qui concerne les questions et les dossiers d'intérêt commun. Dans ce contexte, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre plusieurs projets communs dans le cadre du mécanisme de la coopération tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce, tout en valorisant le choix du président chypriote pour visiter le Caire, étant sa première destination étrangère dans la région après son élection à la présidence en février dernier, marquant aussi le souci de poursuivre les relations stratégiques entre les deux pays amis au niveau officiel et populaire. Lors de cette rencontre, il a également été convenu de lancer un forum conjoint d'affaires entre les deux parties. Enfin, les deux présidents ont tenu une conférence de presse conjointe. Nous allons aborder à présent notre dossier tourisme et nous allons passer en revue les procédures et les démarches entreprises par l'État égyptien, étant donné que l'Égypte est un pays touristique par excellence, ayant plusieurs facettes touristiques et plusieurs destinations touristiques, que ce soit le tourisme archéologique, le tourisme balnéaire, le tourisme culturel, que ce soit le tourisme des sports nautiques, des safaris, du camping et même le tourisme médical. Alors donc, l'Égypte va stimuler le tourisme de 30% par an au cours des 5 prochaines années, selon le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a annoncé un paquet de facilités liées au visa touristique pour attirer davantage de touristes en Égypte. Un visa d'entrée obligatoire sera accordé dans les aéroports aux touristes en provenance de Chine et d'Inde qui sont résidents dans les pays du Conseil de coopération du Golfe,
En plus de facilités permettant aux entreprises touristiques de faire entrer en Égypte des touristes d'Algérie, du Maroc et d'Iran en obtenant des visas d'entrée obligatoires dans certains aéroports égyptiens. Il a souligné d'autres facilités pour l'entrée des touristes en provenance de Turquie, à l'exception de certains segments, ainsi que des facilités accordées pour l'entrée des touristes en provenance d'Irak via un visa d'entrée pour les titulaires d'un visa d'entrée valide pour les États-Unis. L'Égypte devrait attirer en total environ 13 millions de touristes en 2023. On estime attendre de la sorte les chiffres de 2019 avec 13,1 millions de voyageurs qui ont visité le pays et des revenus qui avaient atteint un niveau record. Selon les chiffres publiés par la Banque centrale, le pays a enregistré au cours de l'année 2021-2022 des recettes de 10,7 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 100% en comparaison avec l'exercice précédent. Ces chiffres restent loin des 13,3 milliards de dollars enregistrés en 2019. Selon Ahmad Sarwat, membre de la Chambre du tourisme, la croissance du mouvement touristique en 2022 n'est pas surprenante. C'est le fruit d'un plan ferme pour le développement du secteur basé sur la diversification du produit touristique et les campagnes de promotion lancées par différents marchés et soutenues par la plus haute autorité du pays. Mais il faut toujours retenir que la sécurité et la stabilité restent les mots-clés de la reprise des flux touristiques à destination de l'Égypte, explique Sarwat. Effectivement, le visa touristique qui est susceptible de constituer une entrave pour les touristes dans le monde, en général, l'obtention du visa, eh bien, dans ce sens, l'Égypte a décidé de faciliter, tout en bien sûr sauvegardant la sécurité et ce qu'il faut, mais disons qu'il y a une gerbe et un paquet de facilités en matière de procédure de manière à faciliter l'obtention du visa pour entrer en Égypte, entre autres parmi d'autres mesures entreprises de manière à augmenter l'afflux touristique de 30% durant les 5 prochaines années. Pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne notre ami Monsieur Hazem Badawi, qui est guide touristique. Monsieur Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame, merci et joyeux fête de Ramadan. Merci à vous. Eh bien, Monsieur Hazem Badawi, l'État a entrepris plusieurs démarches susceptibles de faciliter, d'abord d'augmenter l'afflux des touristes en Égypte et d'un autre côté, de faciliter l'obtention du visa en tant que procédure. Tout d'abord, quelles sont les démarches entreprises pour faciliter l'obtention du visa? Nous savons que le visa égyptien n'était pas problématique auparavant. Bon, je réponds à vos questions partie à partie. Au propos du visa, maintenant, c'est très facile de l'avoir dès l'arrivée à l'aéroport, à contre-valeur, je crois, $25, l'équivalent, quelque chose comme ça, $25. Ils peuvent l'avoir aussi en ligne directe par l'Internet, mais ça c'est via les banques égyptiennes directes. Dès qu'ils arrivent, ils reçoivent le visa. Ça c'est au propos du visa. Vous avez parlé aussi de la sécurité, je crois, si j'ai bien entendu. Évidemment, l'État entreprend des démarches de manière à répondre au plan élaboré susceptible d'augmenter le tourisme de 30% durant les 5 prochaines années. Quelles sont ces démarches? Bon, à vrai dire, ça n'a pas commencé maintenant. Ils ont déjà commencé à travailler depuis 2014, lorsque ils ont déjà inauguré d'abord plusieurs musées supplémentaires. Je ne parle pas maintenant du grand musée égyptien qui n'est pas encore ouvert officiellement. Des musées à Sharm el-Sheikh, à Hurghada, premièrement. Deuxièmement, ils travaillent pour, vous vous souvenez, le COP vert, qui était COP 27, pardon, COP 27 qui était à Sharm el-Sheikh il y a quelques mois. Ça c'est aussi de faire fonctionner l'éco et le bio. Ça c'est très attractif pour les touristes. Deuxièmement, les sites archéologiques, moi je parle maintenant depuis le temps de Karnak à Luxor, ils ont facilité des endroits pour stationner les voitures,
pour les billetteries, pour que les gens rentrent facilement, les endroits climatisés pour expliquer sur les maquettes d'abord, pour que les gens se reposent des distances et se rafraîchissent un peu du soleil fort. Ça, si je parle d'un seul site. Si on parle de la vallée des rois, la rive ouest et le long de toute l'Égypte, ils ont bien préparé les sites avec aussi des toilettes propres, avec plein de choses pour faciliter aux touristes, pour que les sites soient à la hauteur d'accueillir ou d'attirer les touristes de plus en plus les prochaines années. Surtout après la crise de la Covid, comme vous le savez. Voilà. Et alors, on va en profiter pour évaluer la situation du tourisme à l'heure actuelle en Égypte. C'est bientôt l'été et avant c'est Pâques. Donc, qu'en est-il quant aux réservations et à l'afflux touristique? Très bien. Alors, à vrai dire, l'Égypte, soit pour l'hiver ou l'été, il est toujours un endroit attractif pour les touristes. Mais juste pour préciser la réponse, ou pour le concrétiser, c'est qu'il y a certains pays en Europe qui viennent en hiver, là où c'est la haute saison entre septembre et mai, et d'autres nationalités comme les Italiens, les Espagnols, ce sont des peuples qui supportent la chaleur. La température chez eux, il ressemble aux nôtres ici en Égypte, donc ils viennent en masse en été, surtout les Espagnols et les Italiens. Ça, c'est-à-dire, le fait maintenant de dire il y a une haute saison en hiver et l'été, ces choses ne viennent pas, ça, c'est pas très correct ou c'est pas très concret. En plus, il y a maintenant, depuis les dernières 2 ans, dernières 2 années, il y a des touristes journaliers qui viennent des stations balnéaires comme Hurghada et Sharm el-Sheikh, qui viennent le matin et qui rentrent de nouveau aux stations balnéaires le soir. Et ça, ils viennent en avion, depuis Hurghada, depuis Sharm el-Sheikh au Caire. Ils font d'excursions journalières, ils rentrent chez eux. Donc, ça, ils fréquentent les sites, même en été. Donc, à partir de l'année dernière, la saison dernière, si on veut dire la saison de 21-22, déjà, on a commencé à avoir une grande quantité de touristes, surtout cette saison-là, qui s'achève pour les pays du nord de l'Europe toujours. Il était pas mal du tout. Et le potentiel pour la saison prochaine, je parle toujours de la saison connue pour tout le monde qui est entre septembre et mai, le potentiel, il est très bien aussi. Voilà. Récemment, il y a eu une nouvelle découverte, celle du corridor de 9 mètres de long et de 2 mètres de large, le corridor qui a été découvert à la grande pyramide de Khéops. On aimerait en parler. Quelle est la valeur de cette découverte et l'importance de ce passage, de ce corridor? Alors, madame, à vrai dire, moi, personnellement, ma réponse personnelle, j'attends encore de trouver d'autres travaux peut-être, parce que ça c'était les techniques de la construction des pyramides. Cette corridor-là, c'est pas le seul, même si vous vous souvenez, il y a aussi quelques années, je me souviens plus, 3-4 ans, ils ont détecté ou découvert un caveau qui est au côté ouest, qui a, je crois, à une dizaine de mètres du même corridor, aussi dans la grande pyramide et à la même face, là où ils ont trouvé. C'est-à-dire, c'était la technique de la construction de ces pyramides d'avoir des espaces vides, soit sous forme de corridors ou sous forme de caveaux, pour faire répartir cette masse du poids énorme. Comme vous savez, les blocs de la grande pyramide, ils pèsent entre 500 kg jusqu'à 2 tonnes et demie. Vous vous rendez compte le poids de chaque bloc? Alors, les ingénieurs à l'époque, ils devraient répartir ce poids. Alors, ils ont fait des corridors ou des caveaux exprès pour faire répartir le poids. Et mettons en considération, madame, quelque chose de très intéressant, que la grande pyramide ou les 3 célèbres pyramides de Khéops, Khifre et Mykérinos sont toujours éblouissantes pour tout le monde à cause de la perfection de la façon géométrique laquelle ils l'ont construit. On n'oublie pas qu'il y avait déjà 200 ans avant
de travail, c'est-à-dire à partir des pyramides de Djezer, la pyramide à degrés, qui était une forme pyramidale, modifiée par Imhotep. Ensuite, Sénéphro, le père de Khéops, il a su construire 3 pyramides. Ensuite, Khéops, c'était, comme on dit en français, c'est le cerise sur le gâteau ou le couronnement de la perfection géométrique. C'est pour ça que ces corridors-là, ils n'ont pas détecté d'hiéroglyphes, rien, parce que l'hiéroglyphe était connu vers la 5e dynastie, l'époque des textes des pyramides, après de Onas et 6e dynastie, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'hiéroglyphe, mais l'importance, c'est de comprendre les techniques ou la façon, les théories géométriques de faire construire ou faire répartir le poids, surtout. Ça, c'est le point essentiel de ça. Et jusqu'à maintenant, Voilà. ça reste un secret, la construction des pyramides. Et on voit des théories bizarres selon lesquelles tellement les gens sont incapables de parvenir pardon, au secret de la construction des pyramides. Ils commencent à dire que ça a été fait par des créatures extraterrestres. Tellement c'est bizarre. Non, madame, écoute, avec tout respect, bien sûr, j'ai lu, j'ai vu ça, l'histoire des extraterrestres et tout. Et ça, je vais vous dire par les preuves maintenant, dans moins qu'une minute. La grande découverte à l'époque de Auguste Mariette, c'était les années, je crois, 1860, lorsque Auguste Mariette a désensablé le premier pylône de temple de Karnak. Il a trouvé des échafaudages en briques crues qui expliquent sans ambiguïté que ces murs hauts étaient construits par des rampes. Vous allez me dire quel rapport entre le Karnak et les pyramides? Non, il y a un très grand rapport, malgré la différente période. Il y a environ 11 siècles entre les deux, mais les pyramides étaient construites par les rampes rampes du sable qui étaient rajoutées et qui ont fait monter les blocs par des grands taureaux qui ont tiré des traîneaux. Et ça, c'est prouvé par la théorie d'Auguste Mariette, comme je viens de vous dire, quand il a désensablé le pylône du temple de Karnak. Et en plus, on a trouvé dans cette découverte-là 3 piliers ou des colonnes. On voit clair les étapes. Comment d'abord ils ont rajouté bloc sur bloc pour construire un grand pilier. Ensuite, deuxième colonne, ils ont commencé à l'arrondir pour arriver à la forme cylindrique. La troisième, ils l'ont limé, il est très poli. Ça, c'est une preuve. Autre preuve, dans les tombes des rois, soit aux pyramides à l'Ancien Empire, soit au Nouvel Empire, dans les tombes de la vallée des rois, on voit comment les dessinateurs ont d'abord planifié et tracé la page en des carreaux rouges. Ensuite, les dessinateurs, les apprentis ont dessiné en couleur rouge. Ensuite, les professeurs ont venu pour corriger en couleur noire. Ensuite, les sculpteurs ont sculpté la correction. Puis finalement, les peintres ont mis les couleurs. Donc, la théorie des extraterrestres, là, excuse-moi, c'est une blague, il ne faut pas compter dessus. C'est par les preuves maintenant, oui, et toujours aussi après le désistérat de Champollion, ça va être une blague, parce qu'il y a des preuves qui montrent sans ambiguïté comment ces civilisations étaient construites. Et je ne veux pas trop glorifier l'ancien Égyptien. L'ancien Égyptien était un peuple comme tous les êtres humains, ils cherchent le confort, et ils étaient des créateurs. Ils ont créé le confort pour eux. Et ça, c'est aujourd'hui prouvé sans ambiguïté, comme je viens de dire, madame. Voilà. Oui, Monsieur Hazem Badawi, pourquoi est-ce qu'on trouve toujours ce que la civilisation ancienne nous a laissé? Ce sont plutôt les temples, les pyramides et les tombes. Mais qu'en est-il quant à leurs palais, à leurs maisons? Pourquoi est-ce que ces vestiges-là sont uniquement reliés à l'autre vie, à la mort et pas à la vie? Simplement, madame, comme le proverbe dit, la foi soulève la montagne. Nous, chez nous aujourd'hui, on croit que la mort, c'est la fin de la vie où on va aller ailleurs. Eux autres, c'était une période de transmission, de transformation. Ça veut dire, même s'il vit un siècle ou 120 ans, à la fin, cette séparation-là, c'était une transformation d'un état, une vie qui a une fin, à une éternité. C'est la raison pour laquelle que
ils n'ont pas concentré à faire des palais. Les maisons étaient en briques crues, c'est-à-dire non cuites, qui étaient fabriquées par le limon rouge et la paille, tandis que les temples et les tombes devraient être résistants même. On appelle ces temples-là dans l'archéologie temples des millions d'années, parce qu'ils devraient être résistants. Et on voit ça même sur les reliefs, qu'ils ont fait tout pour l'éternité. Et je crois, madame, de certaines perspectives maintenant, que ces gens-là ont pu atteindre l'éternité, le fait qu'on vient visiter leurs tombes et leurs temples jusqu'à maintenant, et on paye des fortunes, et on travaille, et on restaure. Je crois que cette perspective-là, ils avaient de l'allure, et ils ont réussi à atteindre l'éternité. C'est ça, c'est leur dogme ou leur croyance, et tout. Voilà. Effectivement. Depuis quelque temps, des travaux étaient d'arrache-pied concernant les 25 points marquant la trajectoire de la Sainte Famille. Qu'en est-il quant à ces points? Est-ce que les 25 points sont prêts maintenant pour le pèlerinage et le tourisme aussi? Ok, il faudrait changer le sujet d'extrême ancien égyptien ou à Sainte Famille. Oui, alors, bon madame, je ne peux pas répondre pour ces 25 points-là, mais je peux vous dire qu'il y a des points fixes, on peut le compter, on peut dire depuis Bethléem 1, Sinaï 2, Mataria 3, Sud 4. Il y a 4 points, ça sûr et certain. Le reste sont des témoignages. Moi, je ne peux pas le confirmer maintenant parce que les archéologues n'ont pas encore confirmé ces 25 points que vous parlez. Mais il y a déjà 4 qui sont sûrs et certains, avec les traces, jusqu'à l'église qui se trouve au fond du sud. Oui. Pour revenir un peu à notre époque moderne, Oui. l'État, pour atteindre le but d'augmenter le tourisme, il applique un programme intensif qui doit durer entre 12 et 18 mois. Et ce programme consiste à travailler sur plusieurs axes, dont l'aviation. À l'heure actuelle, nous savons qu'il y a une inflation, une augmentation très importante des prix. Qu'en est-il au prix des vols, au prix des tickets d'avion? Bon, alors, à vrai dire, l'essentiel maintenant, comme vous savez, il y a déjà une crise économique mondiale, pas juste chez nous. Et ça fait dévaluer le livre égyptien, et même pas chez nous, juste en Égypte, il y a en Europe et aux États-Unis. Alors, au propos de cette histoire-là, des compagnies aériennes ou des billets d'avion, l'État égyptien a aussi autorisé à certaines compagnies aériennes privées, je ne vais pas dire le nom, vous le savez, maintenant il y a d'abord la compagnie aérienne de l'État, que vous le connaissez, elle a donné l'autorisation encore à, je crois, 2 compagnies aériennes bien considérables pour ajouter des avions pour puisse absorber cette densité de touristes, surtout pour les vols domestiques entre le Caire et Luxor, Assouan, le Sud et toute la République. Aussi, ils ont inauguré l'aéroport du Sphinx qui se trouve sur la route entre le Caire et Alexandrie. Il va bien fonctionner. Aussi, l'aéroport de Borg El Arab à Alexandrie. Donc, ça, c'est sur le plan de l'aviation. L'État, cette année, a travaillé très très fort, comme je viens de vous dire. Voilà, ils ont autorisé aux autres compagnies. Et je crois que le prochain pas qu'ils vont autoriser aux compagnies de charter d'atterrir, ça va aussi on va augmenter le flux ou le mouvement touristique. J'espère bien. Oui. Est-ce que le nouvel aéroport de Sphinx va être consacré uniquement aux vols à bas prix? Bas prix, ça, on ne peut pas le dire, je ne peux pas le confirmer parce que je ne suis pas lié à ces compagnies, mais je veux dire, il va servir, il va donner aux gens de voyage un moyen de faire des programmes qui commencent, par exemple, d'Alexandrie ou dans les hôtels qui est dans la zone, le bon lieu du Caire. Comme vous savez maintenant, le Caire il est répandu très très grand avec toute l'agglomération, elle a agrandi. Mais pour les prix, ça, je crois que ça va quand même aider parce que quand il y a des compétitions, ça va déduire un peu le prix. Je crois que ça doit être comme ça. Il y a eu quand même quelques changements sur les compagnies aériennes, même internationales.
Au niveau des repas servis, certaines compagnies ne servent plus de repas. Et si les passagers veulent boire quelque chose, ils doivent payer ce qu'ils vont boire et manger, alors que ce sont des vols réguliers sur des compagnies aériennes de renommée. Aussi au niveau des valises, normalement on avait droit à 2 valises, maintenant c'est une valise. Est-ce que ceci est dû à l'inflation? Bien sûr, madame, ça vous avez tout à fait raison, parce que maintenant, comme tout le monde, ils veulent augmenter leur prix, alors ils cherchent une façon soit légale, soit d'une façon comme ça, pour augmenter. Alors bien sûr, ils ont au début, c'est autorisé 2 bagages, maintenant une seule bagage, et même parfois il y a maintenant des billets sans bagage du tout. C'est comme ça, et si on vient avec un bagage, on doit payer l'équivalent de $50, quelque chose comme ça. Bien sûr, pour les repas, pareil, ils trouvent que ça c'est des frais, et ceux qui veulent commander, ils commandent. C'est une façon. C'était pas comme ça il y a 10 ans, mais ça c'est l'influence de chaque compagnie aérienne. Il n'y a pas d'influence, mais vous avez raison. Tout ça c'est arrivé même maintenant, et le client n'a aucune influence. Il veut voyager, alors il accepte quoi que ce soit. Voilà. Oui. Pour les réservations d'hôtels, évidemment, les prix sont calculés selon l'équivalent en dollars. Et avec cette augmentation ou, disons, la dépréciation de la livre égyptienne face au dollar, qu'en est-il au tourisme intérieur pour les citoyens? Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura une augmentation exorbitante au niveau des prix et par conséquent, ceci est susceptible d'affecter le tourisme interne? Bien sûr, madame, bien sûr, parce que pour les citoyennes internes, pour les Égyptiens, déjà la dévaluation ne convient pas du tout l'augmentation des salaires. On doit être d'accord, nous tous. D'accord? Ça, c'est pas quelque chose contre quelqu'un. Mais en plus, nous, on vit ici en Égypte, tous nos produits, on compte beaucoup pour l'importation qui coûte une devise. Alors, puisque notre livre égyptien, elle a dévalué, alors automatiquement ces hôtels, ils calculent en dollars, en euros, en devises, et l'Égyptien doit payer en livre égyptien, ce qui est devenu pour lui, bien sûr, exorbitant et au-delà de sa capacité. Et ça, c'est un problème, bien sûr, il va toucher, surtout pour les Égyptiens. Pour les touristes, chez eux, c'est le devise, ils vivent dans le devise. Donc, si on dit $100, c'est $100. Mais que tu parles pour un Égyptien, $100 ou 100 €, c'est une masse d'argent égyptien que ça va être un poids pour lui. Je parle pour l'Égyptien maintenant. Voilà. Est-ce que cette dépréciation est en faveur des touristes étrangers qui viennent avec les devises étrangères et en faisant la conversion vers la livre égyptienne, ils auront des sommes plus importantes et par conséquent, le pays est devenu beaucoup moins cher pour eux. Est-ce que c'est en faveur du tourisme en fait? À vrai dire, ça, ce que tout le monde croit, mais ce n'est pas la vérité, parce que lorsque, par exemple, aujourd'hui, le dollar qui vaut 32 livres, par exemple, alors si on change $100 à une contre-valeur 3000 livres, les produits ici dans la rue, ça vaut le même avant la dévaluation. Donc, ce n'est qu'une masse d'argent qui n'a pas de valeur. Donc, c'est normal. C'est pour le touriste. Il paye $100. Hein, admettons, par exemple, un repas qui coûtait $20 il y a 2 ans. Il coûte les mêmes $20 maintenant, mais en livre égyptien, il a augmenté 10 fois ou 7 fois. Donc, ça revient au même. Juste, quand il change l'argent, il croit qu'il est devenu riche. Mais au bout d'un moment, il dépense les sous, l'argent directement vite parce que tous les prix sont augmentés. On peut dire une canette de jus, il valait 8 livres, aujourd'hui il coûte 40 livres. Donc ça revient au même. Vous comprenez ce que je veux dire, madame? C'est une théorie économique. Oui. Voilà. Monsieur Oui. Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons beaucoup à dire. À tout de suite. Le ministère du Tourisme applique un plan ou un programme intensif
qui doit durer entre 12 et 18 mois. Ce programme consiste à travailler sur 3 axes principaux, dont le premier est l'aviation. Évidemment, il y a une augmentation au niveau du nombre des vols, de sièges qu'on doit tripler et appliquer l'aviation à bas prix, qui est très rentable, surtout que l'Égypte a 5 aéroports internationaux. En outre, l'ouverture du nouvel aéroport Sphinx donnera un élan au vol à bas prix. Le deuxième axe, c'est l'amélioration des services présentés avec une augmentation de 25 à 30% par an du nombre des chambres touristiques afin de pouvoir accueillir un grand nombre de visiteurs. Et le troisième axe vise à améliorer évidemment le climat de l'investissement touristique. Voyons les détails dans ce compte rendu avec Rim Samir et Perihan Farouk. Stimuler le tourisme de 30% par an au cours des 5 prochaines années, selon le ministre égyptien du Tourisme, Ahmed Aïssa. Il a indiqué dans un communiqué que l'Égypte fait appel à des entreprises privées pour exploiter les sites touristiques et inaugurera le Grand Musée égyptien vers la fin de 2023, ajoutant que l'Égypte mérite et devrait pouvoir développer son industrie touristique de 25 à 30% par an de manière constante au cours de la prochaine décennie. Et cela devrait nous amener à environ 30 millions de visiteurs d'ici 2028. Pour atteindre ce but, le ministère applique un programme intensif qui dure de 12 à 18 mois. Ce programme consiste à travailler sur 3 axes principaux, dont le premier est l'aviation. Il y a une coordination conjointe avec le ministère de l'Aviation civile pour augmenter le nombre de vols, de sièges qu'on doit tripler et appliquer l'aviation à bas prix, qui est très rentable, surtout que l'Égypte a 5 aéroports internationaux. En outre, l'ouverture du nouvel aéroport Sphinx donnera un élan au vol à bas prix. Le deuxième axe, c'est l'amélioration des services présentés avec une augmentation de 25 à 30% par an du nombre des chambres touristiques afin de pouvoir accueillir un grand nombre de visiteurs. Le troisième axe vise à améliorer le climat de l'investissement touristique. De même, le Centre d'information et de soutien à la décision relevant du Conseil des ministres a annoncé que Fitch Solutions s'attendre à une augmentation du nombre de touristes en Égypte à moyen terme en raison de la diminution prévue des effets de la pandémie de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Selon une infographie récemment publiée sur les perspectives du marché du tourisme en Égypte, l'Institution économique internationale prévoit que le nombre de touristes en Égypte en 2023 atteigne 11,6 millions, soit une augmentation de 46%. Aïssa a déclaré que l'Égypte jouit d'une situation géographique distinguée et offre différents types de tourisme. La Banque centrale a également indiqué que les recettes touristiques avaient augmenté de 43,5% pour atteindre un record de 4,1 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2022-2023. L'Égypte avait accueilli près de 5 millions de visiteurs au début de 2022, soit une croissance de 85% par rapport à l'année précédente.